Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID a effectué ce jeudi une visite au centre de recherche entomologique de Cotonou, une descente en prélude à la célébration de la Journée mondiale du moustique le 20 août prochain. Le préfet du département des Collines était hier au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'actualité puis renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et Israël. Les deux pays envisagent l'ouverture dans les prochains mois des ambassades. Bienvenue à toutes et à tous. Le 20 août de chaque année, il est célébré la Journée mondiale du moustique. En prélude à l'édition 2021 de cette célébration, l'USAID a initié une visite au centre de recherche entomologique de Cotonou, une visite à l'honneur de la presse pour permettre de mieux comprendre l'engagement des États-Unis aux côtés du Bénin pour l'éradication du paludisme. Frédéric Espoir Mambou, Denis Maouya. Accueillie au Centre de recherche entomologique de Cotonou, la délégation a eu droit à une présentation des activités menées par le centre avec le soutien de l'USAID. Une présentation du professeur Martin Akogbeto. C'est la surveillance entomologique du paludisme dans tous les départements. La deuxième activité, c'est une étude de l'impact de la pulvérisation intradomiciliaire mise en œuvre par le PNLP. La troisième activité, c'est le suivi de la durabilité et de l'efficacité des moustiquaires imprégnés que distribue tous les 3 ans par le Programme national de lutte contre le paludisme. À ces activités, il faut ajouter le suivi de la résistance des moustiques aux insecticides, mais aussi l'étude socio-anthropologique sur les habitudes de couchage en rapport avec les outils de lutte contre le paludisme. Des études qui mettent le doigt sur un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est c'est lié au taux d'utilisation qui est faible dans certaines communes, surtout s'il fait chaud. Un autre défi, c'est la durabilité. Une moustiquaire dure combien de temps dans nos maisons? Au-delà de la présentation, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'insectarium au laboratoire de biologie moléculaire en passant par le local de réalisation des tests de sensibilité des moustiques aux insecticides, celui des tests d'efficacité des moustiquaires imprégnés et j'en passe. Et comme pour conclure, le docteur Gilles Padonou, directeur du centre, tiendra ce langage. Des efforts doivent alors être faits pour continuer les réalisations et les œuvres entamées jusqu'ici et il faudrait de l'innovation pour aborder les problèmes pour lesquels nous n'avons pas jusqu'ici trouvé de solutions adéquates. Heureux sommes-nous donc de vous accueillir pour poursuivre notre engagement à contribuer à alléger le fardeau énorme du paludisme au Bénin. Rappelons que la délégation a été conduite par Keisha Effiom, représentante résidente par intérim de l'USAID, et Donald Dickerson du US President's Malaria Initiative, un programme qui a investi plus de 9 milliards de francs CFA pour la lutte contre le paludisme juste pour l'année 2020 au Bénin. L'administration du Trésor public et de la comptabilité célèbre ses 60 ans d'existence. Les festivités commémoratives ont été lancées officiellement hier au siège de l'institution à Cotonou, présidée par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ce rendez-vous a eu pour thème principal le Trésor public à l'ère de la dématérialisation. Suivez le compte rendu de Cano François Ngbede-Rintor et Damien Pedro. 1960-2021, l'administration du Trésor et de la comptabilité publique a 60 ans. Moment de bilan et de nouveaux challenges pour ces cadres des finances qui font face aux nombreuses réformes incluses dans le programme d'action du gouvernement PAG. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives
du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Un programme d'action favorable aux réformes entreprises au trésor public. 60 ans de vie dans une institution n'est point à banaliser car, à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué, dira le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Pour une structure comme le Trésor public, 60 ans de vie, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué et a dû faire face à de nombreux défis. Il ne fait nul doute que votre entité, notre entité, est l'une des structures dont l'existence est intimement liée à celle de l'État. À cet égard, l'on est tenté d'affirmer que 60 ans de vie restent tenus ou peu, car la durée d'un État n'est qu'un détail insaisissable. Cette cérémonie qui lance les activités entrant dans le cadre de la célébration des 60 années d'édition du Trésor public a également connu la participation des secrétaires généraux des syndicats du personnel. Ils ont saisi l'opportunité pour réclamer une amélioration des conditions de vie et de travail de la plus vieille administration financière publique du Bénin. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a reçu à son cabinet hier le préfet du département des Collines, Saliou Odoubou. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions d'actualité, notamment celles qui concernent les communes du département des Collines. Au terme de l'audience, le préfet fait ici le point des échanges. On l'écoute au micro de Aristide Setti et d'Amé Pédo. Nous avons parlé des questions qui touchent les autres secteurs de développement, à savoir les questions de l'éducation, les différents résultats enregistrés au niveau du département. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit au BPC, au BAC, les résultats ne sont pas encourageants en ce qui concerne le département. Et la question du cadre de vie de la population, la question aussi d'appartenance que chaque citoyen devait pouvoir nourrir à l'endroit de tous les Béninois, quelle que soit la région où ils se trouvent. Et il a été question aussi d'aborder les questions relatives à la jeunesse. Question de la jeunesse, et la mobilisation de la jeunesse, l'épanouissement même de la jeunesse, et ensuite l'organisation des rencontres entre jeunes et aussi entre des artistes, tout ce qui touche la culture, le sport, et la jeunesse en général. Donc voilà les points sur lesquels nous sommes échangés. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de conseils de la part du président, puisque en tant qu'homme averti, il est très préoccupé de la situation du Bénin en général, du département des Collines en particulier. Et quand je l'ai suivi avec tous les conseils, je vous assure, je suis sorti satisfait. Les membres du gouvernement et le chef de l'État sont officiellement en vacances depuis quelques jours. Cela n'est pas synonyme de paralysie de l'appareil de l'État, précise Wilfried Léon Mbedi, le porte-parole du gouvernement. Selon ce dernier, toutes les dispositions ont été prises pour le bon fonctionnement de l'administration béninoise en absence du chef de l'État. On l'écoute. Je n'ose pas penser que vous espérez que ceux qui sont au gouvernement n'auraient jamais besoin de repos. Et vous ne pensez pas non plus que l'administration sans eux n'existerait pas. L'administration tourne. Ils ont les congés depuis lundi, comme vous l'avez évoqué. Et en principe, le gouvernement reprend le 23. Le 23, cette semaine-là, il n'y aura pas conseil des ministres, mais la semaine d'après, le temps pour ceux qui sont allés en congé est revenu de prendre leur marque, de rentrer à nouveau dans leur dossier, et puis le premier conseil des ministres aura lieu le mercredi 1er septembre. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de se déplacer ou non? Le choix est ouvert. Ceux qui veulent se déplacent. Mais je peux vous dire ici que j'ai parlé avec un certain nombre de ministres qui passent bien leurs vacances dans le pays, aller découvrir
tel coin ou tel autre qu'ils ont vu il y a longtemps ou dont ils ont entendu parler et qu'ils aimeraient bien aller découvrir. Donc la plupart d'entre eux sont sur le terrain et la vacance aussi est organisée. Vous savez que le chef de l'État, il est en déplacement et quand le chef de l'État n'est pas là, il prend un décret pour dire qui assure son intérim pendant qu'il n'est pas là. Je parle bien d'intérim et pas de vacances plutôt. Donc il n'y a pas de souci à se faire. L'administration tourne, le pays tourne et c'est tant mieux parce que nous bâtissons de plus en plus un État moderne. L'actualité hors de nos frontières, Maroc et Israël renforcent leur coopération bilatérale. Après avoir normalisé l'année dernière leurs relations, les deux pays ont convenu d'ouvrir dans les prochains mois des ambassades. La visite à Rabat du chef de la diplomatie israélienne est un véritable succès pour Tel Aviv. Reportage. Visite historique pour le Maroc et un pas de plus dans la normalisation des relations avec les pays arabes pour Israël. Un marathon diplomatique de 2 jours pour Yair Lapid et son homologue marocain Nasser Bourita. Au terme de sa première visite dans le royaume, le chef de la diplomatie israélienne a annoncé l'ouverture dans quelques mois des ambassades marocaines et israéliennes à Rabat et Jérusalem. 2 jours consacrés à consolider les relations entre les deux pays, la signature d'accords portant sur la consultation politique, la culture, l'aviation, mais également des discussions sur des sujets plus sensibles comme le conflit israélo-palestinien et le rôle joué par l'Algérie dans la région. Écoutez. Aucun contrat d'armement n'a été discuté lors de cette visite. C'est une visite qui avait un but, à savoir les accords commerciaux et l'ouverture des nouveaux bureaux. Bien sûr, nous allons coopérer. Je pense que nous partageons certaines inquiétudes quant au rôle que joue l'Algérie dans la région, le fait qu'il se rapproche en ce moment de l'Iran et mène également une campagne contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Alors que les Palestiniens ont dénoncé une trahison de la part du royaume chérifien, les États-Unis, eux, ont félicité le Maroc et Israël pour la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat. Avec ces accords, le Maroc devient le 4e pays arabe après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Soudan à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des États-Unis en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Yair Lapid a remis une invitation au roi du Maroc pour se rendre en Israël avant de déclarer en conférence de presse que d'autres pays arabes suivraient cette voie en annonçant l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Israël au Bahreïn. Le Conseil constitutionnel en France doit se prononcer ce vendredi sur le projet de loi de lutte contre le séparatisme, un texte très critiqué. Quelques jours après son adoption définitive, plus de 60 députés ont saisi le Conseil. Ils dénoncent un projet de loi liberticide. Des précisions avec nos confrères de RT France. Le Conseil constitutionnel est-il suffisamment indépendant vis-à-vis du gouvernement pour pouvoir continuer à se prononcer? Après avoir validé la loi sanitaire, les sages, comme ils sont appelés, doivent désormais examiner la très controversée loi sur le séparatisme et sa batterie de mesures comme la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, l'encadrement de l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence des cultes et de leur financement, la lutte contre les certificats de virginité, la polygamie ou encore les mariages forcés. Après 7 mois d'aller et retour entre le Palais Bourbon et le Sénat, le texte respect des principes de la République porté par le ministre Gérald Darmanin a été adopté par les députés dans l'indifférence quasi générale le 23 juillet. 49 voix pour, 19 contre et 5 abstentions. Dans un baroud d'honneur, Jean-Luc Mélenchon avait défendu en vain une dernière motion de rejet préalable contre une loi, je cite, dangereuse, anti-républicaine et à vocation anti-musulmane. Vous faites une loi qui, à nos yeux, est une loi inutile pour une part d'entre elles, puisqu'elle ne fait que répéter ce qui existe déjà, et pour le reste dangereuse, parce qu'elle menace les libertés. Mais surtout, parce qu'elle ouvre la porte à un déferlement que nous ne connaissons que trop et que nous jugeons néfaste profondément à l'unité de la patrie qui compte 5 à 6 millions de musulmans, qui sont nos compatriotes, nos parents souvent, nos alliés toujours.
Au total, ils sont plus de 60 députés, plus de 60 sénateurs de gauche comme de droite à avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Et pour cause, le projet de loi s'attaquerait par petites touches aux équilibres de la loi de 1905. Protestants, catholiques, juifs et musulmans dénoncent une loi qui met les cultes sous tutelle. Par sa logique interne, quoi qu'il en soit des intentions, ce projet de loi risque de porter atteinte aux libertés fondamentales, que sont la liberté de culte, d'association, d'enseignement, et même à la liberté d'opinion, malmenée par une police de la pensée qui s'installe de plus en plus dans l'espace commun. Nous nous interrogeons sur la visée de ce texte et considérons que ses chances d'améliorer la lutte contre les séparatismes sont faibles. Les structures associatives avec des moyens réduits peinent à mobiliser des acteurs bénévoles pour assumer leur mission. Ces contraintes accrues peuvent aussi faire fuir les plus intègres et laisser le champ libre à des aventuriers. Les extrémistes, eux, peuvent choisir de ne pas utiliser les supports associatifs. Le renforcement des contrôles pourrait être interprété comme une suspicion généralisée. Je crains des effets collatéraux sur les autres religions, d'autant qu'il y a des cultes qui ont été exemplaires depuis toujours avec la République. Une surenchère s'est installée au fil des semaines. Le Sénat est allé jusqu'à voter des amendements sur l'interdiction des prières dans l'enceinte des universités, du port de signes religieux pour les personnes accompagnant les sorties scolaires et les filles mineures, ainsi que du burkini dans les piscines publiques. Mais il y a plus. Annie Genevard, députée LR du Doubs, a pour sa part proposé d'interdire les danses traditionnelles lors des mariages civils, accusant implicitement les populations musulmanes de ne pas danser de manière républicaine. Une proposition restée lettre morte. Quoi qu'il en soit, le texte a fait l'objet de vives critiques à travers le monde, en Turquie particulièrement. L'adoption de cette loi, qui est ouvertement en contradiction avec les droits de l'homme, la liberté de religion et les valeurs européennes, sera un coup de guillotine infligé à la démocratie française. Il est évident qu'un tel projet de loi provoquera des troubles au sein de la communauté turque et des millions de musulmans. Nous appelons les autorités françaises, en premier lieu le président Macron, à agir avec bon sens. Le Conseil constitutionnel va-t-il valider un texte qui remet en cause les fragiles acquis de la laïcité de 1905 ? Réponse ce vendredi. Et puis aux États-Unis, le taux de contamination en forte augmentation en raison de la propagation du variant Delta. Conséquence, les autorités sanitaires ont annoncé vouloir lancer la campagne vaccinale de rappel. Une troisième dose de sérum anti-Covid sera bientôt proposée aux personnes dont le système immunitaire est affaibli afin de renforcer leur protection contre la maladie. Plusieurs États et entreprises ont décidé ces derniers jours de le rendre obligatoire pour les salariés. Le fait que la vaccination obligatoire gagne du terrain aux États-Unis, c'est quelque chose dont se félicitent les autorités sanitaires américaines qui ont tenu un point presse ce jeudi. Elles se félicitent que les employés fédéraux, de plus en plus d'universités ou d'entreprises privées aient décidé d'imposer la vaccination